du blé. On va en parler sur le territoire burkinabé, bien sûr. On va en parler tout à l'heure avec M. Hassan Sam, qui est le président de la fédération. On sera avec lui tout à l'heure. Et aujourd'hui, vous avez bien sûr droit à votre chronique Question de droit. On sera avec Olivier Kabouré pour développer un thème. Merci de nous suivre, merci de nous renouveler votre fidélité. La première rubrique, c'est à la découverte d'eux, donc on y va. Nous sommes à Orodara pour découvrir la première case de Orodara et on découvre cette case à travers le témoignage et c'est la suite. Orodara sigira ni kan dɔ ye donc dugu sigira a ma sigi an ɲana mais an nana dugu ni sɔrɔ ni landa ko min ye an b'a ye ko a bɛɛ basigini bi lo le kan an b'a fɔ julaw b'a fɔ lo mais an fɛ an b'a fɔ jɔ. Nous avons trouvé à notre naissance Orodara et ses rites traditionnels. Selon quelques témoignages des anciens d'Orodara, chaque année se tient un festival nommé Gyo, qui signifie fête de semences. C'est dans le mois de mai généralement qu'a lieu cette fête. Dans cette période, il y a un certain nombre de règles à respecter. Il s'agit des querelles. Une dispute familiale ou conjugale est formellement interdite lors de cette fête, quel que soit le motif. Pendant cette même période, les femmes et les enfants sont tenus de rester à la maison et ne pas mettre les pieds dehors car la tradition le demande. Dans d'autres communautés et au quartier des alentours, la célébration dure plus de 2 jours, alors que chez nous, ici à Mangou, nous prenons que 2 jours pour la célébration. C'est durant ces 2 jours que les femmes et les enfants doivent rester à la maison. À l'approche de ce festival qui se tient chaque année, tout le monde est informé, même les médias en parlent pour informer les populations des interdits qui sont à éviter. Il y a plusieurs sites touristiques à Orodara et les coutumes les plus anciennes. Cette case que vous voyez date de plusieurs décennies et c'est dans cette case que tous les rituels sont pratiqués depuis le temps de nos aïeux. Cette case est si vieille qu'elle est obligée d'être entretenue avec l'armatan qui décoiffe la toiture et arrache la porte faite en bois. C'est vrai que nous sommes de ce village, mais il faut être initié d'abord avant de pénétrer dans la case. Et nous n'avons pas encore l'âge requis pour y accéder. Je vous donne lecture des titres que nous avons aux différentes unes donc, des quotidiens ce matin. Nous commençons par Citoyen. Citoyen, le quotidien d'État affiche à sa une, blessé de guerre, des réflexions pour une meilleure prise en charge. Gestion de la période de pointe, la nationale de l'électricité rassure. Reconquête du territoire, une coalition du Centre-Nord soutient les forces combattantes. Promotion immobilière, une plateforme pour mieux gérer le passif. Le journal de tous les Burkinabés affiche toujours à sa une dans la rubrique On murmure. Coup de goût, un agent de santé se fait arnaquer plus de 3 millions de francs CFA. Boromo, des prières et des sacrifices pour conjurer les accidents sur la RN1. ARCEP, les membres consultent le Premier ministre. Mercure, qui pour succéder à Macky Sall? La question est posée à la page numéro 3 de Citoyen. À présent, passons au journal Le Pays. Le Pays affiche à sa une période de pointe. La Sonabel rassure. Irrégularité dans la gestion de l'armée. Les fautifs doivent répondre selon le Premier ministre. Gestion du passif foncier au Burkina, une plateforme numérique lancée pour plus de transparence. Carême chrétien, le désert et sa signification. Transition politique au Burkina, René Bagoro nommé juge constitutionnel. Mois de Ramadan, comment et quoi manger? Vous aurez donc les conseils de Yasmine Diet, donc la diététicienne, à lire la page numéro 13 du journal Le Pays. Révélation, secteur 15 de Banfora, il tue l'amant de son ex-épouse. Toujours à la une donc de Le Pays ce matin, ActuFoot, Cameroun, je suis prêt. Le message très clair de Kombouari.
Nous passons maintenant à aujourd'hui au Faso. Aujourd'hui au Faso affiche à sa une situation réelle du passif de la promotion immobilière privée, la plateforme numérique www.passif-immobilier.bf lancée. Blessés en opération, des experts se réunissent du 12 au 14 mars à Ouagadougou pour réfléchir sur une meilleure prise en charge. Accusation contre 2 agents du Trésor, 5 syndicats du ministère de l'économie répliquent. Irrégularité dans la gestion de l'armée, les fautifs doivent répondre, martèle le Premier ministre. Toujours à la une de aujourd'hui au Faso ce matin. 13 mars, zoom sur Amadou Ba, dauphin de Macky Sall et champion de Beno. Une présidentielle imperdable pour lui. La question est posée à la page numéro 5 de Aujourd'hui au Faso. Lancement du rapport 2023-2024 de PNUD sur le développement humain. Le représentant résident de l'institution fait le point au ministre de l'économie, des finances et de la perspective. Nous passons à l'Obs, le plus vieux quotidien privé affiche à sa une veille citoyenne. Le premier appel Wahia a été lancé par IB. Selon bien sûr Mahamadi Sawadego, président de l'amitié Burkina-Russie. Toujours à la une de l'Obs ce matin, dernière minute, René Bagoro, nommé membre du Conseil constitutionnel. Lutte contre le terrorisme, le jeune d'un FDS qui ôte la vie d'un terroriste reste valide. À lire donc dans la rubrique Le coin du jeuneur. Région du centre-ouest, interdiction de consommer des AMC. www.passif-immobilier.bf, une plateforme numérique pour y voir clair. Ramadan. Le repas de la rupture doit être plus léger que celui du matin. Toujours à la une de l'Obs et pour terminer, sabotage présumé du recouvrement des recettes. Aucun travailleur n'est la cause des difficultés financières du pays. Collectif des syndicats des finances. Voici ce qui referme donc la lecture des titres que nous avions, les titres des journaux bien sûr que nous avions sous la main ce matin. Merci en tout cas de votre attention. À présent, nous allons jeter un coup d'œil dans quelques vies d'affaires pour découvrir les couleurs du temps. Allons-y pour la météo. Nous recevons pour vous aujourd'hui Monsieur Hassan Sam. Il est le président de la Fédération nationale des jeunes professionnels agricoles du Faso. Bonjour Monsieur Sam. Oui, bonjour madame. Bienvenue sur notre plateau. Comment ça se passe au niveau des champs? Parce que je sais que vous n'avez pas un seul champ, vous avez des champs dans plusieurs localités. Est-ce que ça se passe bien actuellement? Aujourd'hui, comme vous l'avez dit en introduction, l'actualité c'est la production du blé. Et pour répondre d'une manière succincte à votre question, je peux dire qu'elle se passe très bien. Ça se passe bien. Ouais. Justement, l'actualité c'est la production du blé. On est en saison sèche, si on veut le dire. Ouais. Est-ce que c'est une période propice pour produire le blé? Et après, c'est quoi aussi la motivation pour produire le blé? Oui, le blé, généralement, elle est produite en saison sèche, c'est-à-dire d'une manière irriguée qu'elle se fait. Voilà, et puisque le blé a plus besoin de fraîcheur, quand elle est en phase de levée, elle a besoin d'un certain niveau de fraîcheur pour pouvoir se développer. Bon, notre motivation, c'est vraiment... Et vous dites qu'habituellement, le blé est cultivé dans quelle saison? Oui, chez nous au Burkina, le blé, généralement, peut se produire en saison sèche. C'est possible. C'est-à-dire, on commence à partir d'octobre, novembre, les semis, voilà, pour que les levées puissent coïncider au moment de fraîcheur. Voilà. Donc, pour revenir à votre question, notre motivation, vraiment, c'est l'offensive agro-silvopastorale qui a été lancée par le ministère de l'Agriculture, voilà, où nous avons été vraiment dotés de semences de blé gratuitement. Voilà, nous avons eu 3 tonnes 300 de blé, où nous avons essayé de dispatcher ça entre les membres. On a envoyé une tonne 100 à Banfora, on a envoyé près de 1,5 tonne aussi à Bobo du Lesso. Voilà, et dans les prévisions, c'était qu'on puisse produire aussi dans le sud-ouest, mais là-bas, il y a eu vraiment beaucoup de
difficulté qui a fait que les gens ont emblavé les terres, on a tout fait, ils étaient à la phase sémie, mais il y a eu des difficultés qui sont venues empêcher la production. Mais sur les autres sites, tout se passe bien. Et pour revenir justement à cette production du blé, c'est quoi la vision avec cette production? Pour nous aligner à la vision du ministère de l'Agriculture, c'est vraiment, si vous vous levez le matin, vous voyez que dans presque toutes les familles, les gens en mangent du pain, voilà, des galettes, ainsi de suite. La base, c'est le blé. Voilà. Et le ministère, en lançant cette offensive-là, a voulu que nous puissions nous autosuffire en denrées de blé et autres productions. Je pense qu'il y a 8 productions qui ont été retenues, voilà, dans le cadre de l'offensive. Parce qu'habituellement, on exploite, enfin, on fait rentrer, on importe plus donc le blé. Oui, quand vous regardez, on fait des petits calculs. Chaque année, nous exploitons plus des millions de tonnes, voilà, de blé que nous faisons venir à partir de la Russie, de l'Ukraine, ainsi de suite. Mais avec ces crises-là, voilà, le gouvernement burkinabé a voulu que le Burkinabé puisse produire le blé lui-même et en consommer. Et nous, dans cette logique-là, nous voulons que, c'est vrai qu'il y a l'INERA qui est en train de travailler sur la semence. Voilà, le ministère de l'Agriculture, à travers la DGPV, est en train de vraiment mettre de l'accent pour que cette production-là puisse, en tout cas, s'étendre. Mais nous, la Fédération nationale des jeunes professionnels agricoles, nous voulons que, depuis là-bas, c'est-à-dire les petites familles du Burkina, en tout cas d'une manière reculée, puissent savoir que la farine que nous utilisons dans les villages pour faire des beignets, de faire des galettes, c'est ce blé-là que nous sommes en train de produire. Et je pense que ça a déjà pris, parce que quand on prend au Bobo du Lasso, Dafinso, Makoyadougou, ainsi de suite, il y a des localités vraiment où les gens, ce n'est pas le gouvernement qui parle. Quand vous arrivez sur le terrain, vous voyez des hectares de blé qui sont là, qui sont produits par des Burkinabés. Vous arrivez à Banfora, dans la zone de Wolonkoto, vous allez voir des sites qui sont vraiment aménagés, parce que celui qui peut produire le riz, c'est produire le blé. Voilà, la différence, c'est la fraîcheur. Sinon, c'est presque les mêmes méthodes de production. Maintenant, est-ce que, en termes aussi de qualité, le blé produit au Burkina Faso pourrait être de qualité ou de qualité supérieure par rapport à ce qu'on fait venir d'ailleurs? Oui, quand vous regardez, j'ai même pris le parallélisme du riz. Le riz produit au Burkina est très meilleur par rapport au riz qui a été importé. Donc le blé, c'est la même chose. Quand vous échangez avec les boulangers, l'inquiétude des boulangers, c'est en termes de quantité par rapport à leur consommation. Est-ce que ça va suffire? Est-ce que notre production peut en tout cas arriver à les suffire? Mais quand on regarde le dynamisme de la DGPV à travers le ministère de l'Agriculture, nous pensons que d'ici 2 ans, au Burkina, on ne va plus en tout cas amener le blé de la Russie ou de l'Ukraine, si ça continue dans cette lancée-là. C'est vrai que les agriculteurs étaient plus tournés vers autre chose. Je pense que vous étiez plus dans quoi, maïs, riz que le blé. Et aujourd'hui, la dynamique de la transition actuelle, c'est de produire notamment, d'aller vers la production, surtout des produits que nous, on a l'habitude de faire venir d'ailleurs, pour pouvoir les avoir chez nous et disponibles. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne politique? Bon, pour nous, c'est une vision de vraiment la politique du gouvernement en place. Mais nous voyons que depuis les crises, c'est-à-dire les transitions qui sont installées dans nos pays, on a vu venir de part et d'autre des sanctions. Et ces sanctions nous interpellent à plusieurs titres. Quand nous regardons, et aujourd'hui, ici, on se lève, on dit, voilà, on ferme tout. Voilà, on ne peut pas vivre de ce qu'on a. Donc, c'est pourquoi je me dis que le gouvernement s'est lancé dans ce type de production et a mis des comités en place qui a pu identifier un certain nombre de productions où on va mettre l'accent sans délaisser, voilà, les anciennes productions, c'est-à-dire le mil, voilà, le petit mil, ainsi de suite, le sorgho, parce que ces productions sont des productions qui ne sont pas très exigeantes. Voilà, il faut qu'on continue à produire ça pour qu'ensemble, combinés, le Burkina Faso puisse être, en tout cas, atteindre l'autosuffisance alimentaire. L'autosuffisance alimentaire, vous l'avez dit, hein, le mot, et le président prône aujourd'hui l'autosuffisance alimentaire. Est-ce que vous pensez que la vision de cette transition peut nous conduire à là?
C'est, comme vous l'avez dit, présentement c'est une vision. Voilà, je pense que le ministère de l'Agriculture est en train de mettre tout en œuvre pour que cette vision-là puisse devenir une réalité. Mais nous pensons que ça serait très intéressant qu'on puisse impliquer tous les acteurs, c'est-à-dire qu'on quitte dans l'aspect de groupuscules, voilà, des questions de copinage, que vraiment, parce qu'au Burkina Faso, le monde paysan est très bien organisé, très bien structuré, et je pense que nous, aujourd'hui, nous parlons au nom des jeunes et des femmes. Et je pense que c'est un levier sur lequel l'État peut s'appuyer pour pouvoir développer ce secteur-là. Aujourd'hui, quand on dit que les jeunes n'aiment pas l'agriculture, les jeunes, il y a beaucoup de facteurs. Voilà, c'est la pénibilité, voilà, les questions de marché et tout ça. Donc, si on s'oriente vers le marché, je pense que l'agriculture contractuelle, ainsi de suite, tout peut vraiment concourir à l'autosuffisance alimentaire. Revenons sur ce projet-là, en lien avec le blé. Est-ce que c'est une première pour votre fédération? Je pense que pour la petite histoire, en 2020, voilà, la fédération a eu la chance d'accompagner des jeunes à partir de l'Éthiopie à mettre en œuvre un système de formation, parce que l'Éthiopie aussi est un des pays en Afrique qui vraiment s'est lancé dans la production du blé. Et la zone où ces jeunes ont été formés, on a presque les mêmes climats. Donc, on peut dire que, on peut pas dire qu'on a dévancé le ministère, mais la fédération a fait partie de l'un des premiers acteurs vraiment à se lancer dans ce type de production-là. Mais l'environnement n'était pas aussi propice que cet environnement actuel qui puisse permettre à la production du blé, parce qu'il fallait un certain nombre d'accompagnements et qu'on ne voyait pas venir. Mais actuellement, vraiment avec l'engagement de la DGPV sur le terrain, on voit vraiment des résultats où on a bénéficié de certaines subventions en termes d'engrais, voilà, ainsi de suite, où vraiment les choses sont en train de bouger. Et niveau production, on peut dire que vous êtes à quelle étape ou à quel stade? Nous sommes actuellement au stade de maturation. Parce que, on va revenir sur les images. Je ne sais pas si ces images ont été prises il y a longtemps. Oui, il y a longtemps. Ça voilà. Débutait en fait. Je pense que bon, ça, en tout cas, c'était. Voilà, ça, c'est les semis. Okay. Quand on était au 14e jour comme ça. Ah, c'est voilà. Du blé, ça. Voilà, c'est du blé. Voilà. Et ça, c'est à Wolonkoto, à Banfora. On a pris ces images. Voilà. Donc ça, ce sont des images d'il y a un peu voilà, longtemps. Ça, c'est des images. Actuellement, c'est quelle étape? Actuellement, la majeure partie de nos sites, c'est vraiment au stade de maturation. Ok, bon, on a une autre image. Voilà, ça aussi, c'est à Dafioso, à Bobo. Voilà. Au stade de maturation, ça veut dire qu'on peut attendre le blé. En gros, d'ici 10-15 jours, voilà, on va commencer les récoltes. D'accord. Voilà. 10-15 jours. Parce que sur certains sites, les gens ont commencé à récolter, mais la majeure partie des sites, voilà, d'ici 15 jours, on va commencer les récoltes. Et c'est quoi en fait le projet avec ce blé? La Fédération des jeunes professionnels agricoles qui bénéficient d'un accompagnement du ministère de l'Agriculture, pour aller vers donc, la production du blé. Après la récolte, qu'est-ce qui va se passer? C'est quoi la politique derrière aussi? Bon, et on va encore remercier le ministère de l'Agriculture. C'est vrai que, vous savez, nous n'avons pas la langue du bois. Quand c'est bien fait, on l'apprécie, mais quand c'est mal fait aussi, on va le dire. Voilà, le ministère de l'Agriculture s'est engagé vraiment à mettre vraiment un mécanisme de rachat en place pour pouvoir racheter la production qui a été faite. Voilà, afin d'encourager les producteurs. Mais au-delà de ça, la politique que la Fédération a mise en place, c'est qu'au niveau des ménages, les gens puissent en consommer, voilà, pour que ça devienne vraiment une habitude alimentaire, vraiment à la base. Pour que les gens, parce que les gens ont l'habitude de voir la farine de blé, mais pas vraiment les graines de blé. Voilà, donc on va mouler ça nous-mêmes et en faire des farines, ainsi de suite, pour que vraiment ça puisse prendre. D'accord, donc ça peut être une bonne politique, et surtout si vous avez l'accompagnement du gouvernement pour écouler ce blé, ça serait bien. Est-ce qu'à côté aussi du blé, il y a d'autres, parce que tantôt vous avez parlé de d'autres secteurs, est-ce qu'il y a d'autres secteurs aussi sur lesquels les producteurs n'avaient pas l'habitude de s'y aventurer, mais là, avec la vision du ministère de l'Agriculture ou du gouvernement en général, vous y allez?
Bon, vous regardez, le climat burkinabé est tellement favorable en termes d'agriculture. C'est la question de la maîtrise d'eau qui cause vraiment problème. Sinon, actuellement, je pense que le gouvernement a lancé vraiment une politique sur la production de la banane plantain. Et nous sommes en train de mener un plaidoyer auprès de la Fédération nationale des producteurs de bananes pour qu'on puisse prendre en compte les jeunes dans ce truc-là, ce programme-là. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de production, on parle de filière, on parle de quoi, mais comme la fédération s'est positionnée sur l'ensemble des filières, ça fait que souvent, on ne prend pas vraiment cette fédération en compte, mais on va aller au-delà de ça. On va produire de la banane, on va produire du cacao, du café, et ainsi de suite, vraiment pour que d'ici quelques années, le Burkina Faso puisse vraiment puisse se défendre sur le plan alimentaire. Et vous pensez, vous l'avez dit, on a les terres nécessaires pour cette production, les terres et les hommes, ou l'expertise. L'expertise existe. Il suffit de canaliser ce savoir-faire-là pour qu'on puisse accompagner. C'est-à-dire, je suis en train de, par rapport à votre question, de penser au secteur privé. C'est-à-dire nos opérateurs économiques que l'État a décidé de mobiliser autour de l'offensive agricole. Il faut qu'on arrive à rassurer le secteur privé à travers des structures telles que la fédération pour que les gens puissent se rassurer qu'il y a de la maîtrise, de savoir-faire, parce que l'opérateur économique ne va pas investir son argent dans un endroit où il n'est pas vraiment sûr. Vraiment. Et la main-d'œuvre existe. Voilà, les centres de formation agricole, c'est-à-dire les CPA et autres, sont en train de chaque année de former des jeunes qui sont là, qui attendent que d'être employés ou d'être accompagnés pour pouvoir entreprendre. Donc, je me dis que si tout est bien organisé tel que le dynamisme du ministère de l'Agriculture actuellement, je pense que l'offensive agricole sera un succès. Et l'offensive agricole, c'est ne pas attendre justement la saison pluvieuse pour produire. Donc, c'est produire à tout moment. Oui, avec l'offensive agricole, il y a la mobilisation des terres, voilà, il y a l'aménagement des sites tels que Samandeni, il y a Bagré qui est en train d'être revu. Voilà, il y a plusieurs aspects autour de l'offensive, voilà, qu'on ne peut pas finir de discuter sur cette table. Mais je pense que le clé de cette réussite-là, la clé de cette réussite, c'est vraiment de mobiliser les acteurs, de les impliquer du début jusqu'à un certain stade, de ne pas décider à la place des gens, ainsi de suite. Vraiment, nous encourageons le ministère dans cette lancée parce qu'aujourd'hui, le ministère est en train de travailler à travers les acteurs qui sont sur le terrain. Et nous encourageons cela. Et on sait que très souvent, agriculture, quand on parle on discute de l'agriculture avec la jeunesse, beaucoup sont réticents. Mais est-ce que les choses ne sont pas en train de changer? Parce que c'est un secteur porteur aujourd'hui. Oui. Vous êtes jeune et vous êtes avec des jeunes producteurs agricoles, donc oui, on peut se faire de l'argent dans l'agriculture. Aujourd'hui, c'est de ne pas accompagner les gens à demi-mot ou de dire on accompagne les jeunes sans vraiment le faire et de fabriquer des modèles. C'est ça qui peut vraiment attirer les jeunes vers la production agricole. Voilà. Et aujourd'hui, nous disons que l'exemple est là. Quand on part sur le terrain, vous voyez des jeunes qui n'ont rien envié, voilà, à un cadre ou à quoi que ce soit. Des gens vivent aisément à travers la production agricole. Maintenant, c'est de créer des cadres, amener les banques et autres à pouvoir investir et accompagner les jeunes dans la production agricole. Aujourd'hui, quand on regarde notre système bancaire, le financement qui va à l'endroit du secteur agricole dans son ensemble ne vaut même pas en gros 3-4%. Et nous, aujourd'hui, le secteur agricole, on dit qu'il y a près de plus de 80% qui vivent de l'activité agricole. Et ça cause problème. Il faut que ce soit le politique, que ce soit les investisseurs, on revient sur la table et qu'on dise, on veut investir dans l'agriculture, comment il faut le faire et se poser les vraies questions, les goulots d'étranglement qu'on arrive à les lever pour que vraiment le secteur agricole puisse s'épanouir comme il se doit et on va assurer les questions alimentaires et autres, voilà, pour pouvoir nous épanouir. Donc, quoi qu'on dit, c'est un grand potentiel entrepreneurial. C'est vérifié, c'est vraiment un grand potentiel. Le secteur agricole emploie des milliers de personnes et
si vous voyez l'offensive agricole qui est en train de se dérouler sur le terrain, vous voyez que ça emploie tellement de milliers de personnes. Aujourd'hui, notre terre arable est abondante. C'est vrai que par la suite et par la force des choses, les gens ont payé des terrains qu'ils ont déposés, qu'ils n'arrivent pas à exploiter. Voilà, et je pense que l'État est en train de réfléchir par rapport à ça. Et les terres qui ne sont pas encore exploitées, l'État aussi est en train de réfléchir par rapport à ça. Et je pense que si on arrive à régler ces questions-là, on va lancer les recrutements publics ici, on va voir que les gens ne vont plus s'intéresser à ça. Si vraiment on met de l'accent au niveau du secteur agricole. Et faire de l'agriculture aujourd'hui, ça a un coût quand même, monsieur Sam. Vous êtes entrepreneur agricole. Oui. Et ça a quand même un coût. Ce n'est pas donné à un jeune qui n'a rien d'abord de pouvoir se lancer facilement. Oui, aujourd'hui, quand on dit à tout le monde que non, il faut entreprendre, on amène tout le monde vers l'entrepreneuriat, moi je me dis que c'est un faux débat. Parce que tout le monde n'a pas l'esprit entrepreneurial. Et tout le monde, c'est-à-dire les gens n'arrivent pas à réunir certaines conditions avant d'aller entreprendre. Quand on regarde aujourd'hui l'entrepreneuriat agricole, il faut posséder d'un terrain qui a un coût, il faut arriver à mobiliser l'eau qui a un coût, il faut avoir de la compétence en matière agricole pour pouvoir produire, il faut avoir le temps pour pouvoir suivre. Il faut avoir du personnel. Voilà, aussi, il faut avoir du personnel. Aujourd'hui, le gros problème des entrepreneurs agricoles, c'est le personnel. Et aujourd'hui, les centres en forment, mais pourquoi les gens crient toujours qu'il y a un problème de personnel? C'est qu'il faut revoir. Est-ce les frais proposés par l'employé qui posent problème? Est-ce la compétence de l'employé qui ne mérite pas un grand montant? Voilà, c'est des questions qu'il faut se poser et arriver à régler. Alors, et c'est quoi aussi, vous avez dit l'actualité de cette fédération, c'est justement cette production du blé-là. Et on va parler maintenant des projets, des autres projets en tout cas de la Fédération des jeunes professionnels agricoles du Faso. Un des projets, justement, c'est notamment sur l'élevage également, je crois, l'installation des fermes intégrées des jeunes agriculteurs. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce projet? Aujourd'hui, la fédération pense que l'alternative aussi peut être les fermes intégrées. On a parlé ici d'employabilité des jeunes. Les fermes intégrées, c'est des fermes où on met un système d'élevage, de maraîchage en place, où on utilise les eaux de la pisciculture pour l'irrigation maraîchère. Voilà, et on utilise et les feuilles qui sont produites au niveau de la maraîchage, c'est-à-dire les mauvaises herbes pour alimenter le bétail. C'est tout un cycle de production qu'on met en place, mais qui a un coût. C'est pourquoi nous demandons vraiment l'accompagnement des autorités, l'accompagnement des partenaires économiques et sociaux pour pouvoir mettre en évidence ce savoir-faire-là pour qu'on puisse demain dire que vraiment le Burkina Faso est une orientation, est vraiment un Eldorado où vraiment les jeunes peuvent aller s'inspirer de ce qui se passe. Ça veut dire, on revient justement sur les fermes intégrées, ça veut dire que sur le même espace, on va trouver donc l'agriculture, l'élevage, et on va trouver quoi? Poisson, bétail, agriculture en même temps. Même de la volaille. Parce qu'aujourd'hui, avec le système des cases flottantes, voilà, on peut installer des cases flottantes au niveau de la pisciculture où les déchets de la volaille retombent au niveau des poissons. Et c'est ça qui va servir à l'alimentation du poisson. Qui sont dans de l'eau. Voilà, qui sont dans de l'eau. Et l'eau, puisque vous savez que l'eau du poisson est vidée, évacuée à chaque moment. Et cette eau qui est évacuée va servir à irriguer la maraîchage, et ainsi de suite. Et les tiges recueillies au niveau de la maraîchage va servir à alimenter la bétail. C'est une chaîne. Et c'est toute une chaîne. Et en même temps, un système agroécologique, on met certaines réalisations en place, qui va jouer sur la question de l'engrais chimique, la pollution des productions et ainsi de suite. Et on va avoir une alimentation vraiment saine. C'est vrai qu'on veut manger beaucoup, mais il faut bien manger aussi.
Et c'est un des soucis actuellement aussi, un des problèmes donc pointé du doigt par les consommateurs burkinabés, la qualité en fait de ce que nous produisons au niveau de nos champs et l'utilisation des produits chimiques. Vous êtes dans le domaine de l'agriculture. C'est quoi le constat que vous faites? Bon, les constats aujourd'hui, c'est qu'on a voulu tellement bien produit on a maximisé sur l'application des engrais chimiques. Et aujourd'hui, c'est l'une des causes sanitaires, les cancers et autres sont issus de ça, de ce que nous mangeons. C'est pourquoi nous disons que dans le passé, nos parents produisaient sainement. Et pourquoi ne pas repartir vers là? Et produire sainement consiste à pouvoir mettre certains mécanismes de production en place qui consistent à utiliser le compost, voilà, et produire sans détruire la nature. Parce que si on vous dit aujourd'hui que dans le passé, Ouéguia produisait du coton, ça va étonner plus d'un. Mais effectivement, on produisait du coton à Ouéguia. C'est l'utilisation abusive des intrants et des produits phytosanitaires qui ont amené à détruire le sol. Aujourd'hui, quand vous partez un peu au centre-ouest, vous allez voir des sols qui sont là, qui sont dégradés. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut restaurer ces sols-là. Et en produisant, il faut vraiment mettre certains mécanismes en place pour penser que c'est nous-mêmes qui consommons, c'est nos parents qui en consomment, pour que la production qui serait issue de notre exploitation puisse être saine, pour qu'on ne puisse pas utiliser notre argent qu'on va avoir de la production pour pouvoir en tout cas aller se faire soigner encore. Donc, il faut que les gens reviennent vers le système agroécologique. Et je pense que le ministère de l'Agriculture a fait un bond par rapport à ça, parce qu'il y a un représentant qui a été nommé, voilà, il y a toute une balise qui a été mise en place, il y a des textes qui régissent tout ça. Et nous sommes vraiment en train d'aller vers la transition agroécologique. Et en termes de modernisation donc, du matériel utilisé dans nos champs, est-ce qu'il y a de l'amélioration? Parce que quand on parle de pouvoir produire en quantité, ça passe par là aussi. Oui, en termes de modernisation, on ne peut pas continuer de travailler avec la DABA, comme je l'ai dit la fois dernière, voilà, pour penser qu'on va produire sur des hectares. Ouais, voilà. Et des tonnes. Voilà. Et quand vous voyez la production agricole dans le passé, les gens qui produisaient sur un hectare qui avait 1-2 tonnes, aujourd'hui, il faut penser à avoir 10 tonnes, 11 tonnes, voilà, sur l'hectare et maximiser la production. Et ça se fait avec des appareils, des semoirs, voilà, et des tracteurs, et vraiment des appareils qui seront vraiment développés. Et nos artisans sont en train vraiment de travailler par rapport à ça. Et quand vous regardez sur le terrain, il y a vraiment un changement, et qu'à travers l'accaillement, le ministère de l'Agriculture est en train de promouvoir certains types de matériel. Vous avez bien fait de parler de formation tout à l'heure, parce que l'utilisation de ce matériel aussi passe forcément par la formation. Donc il faut un personnel qualifié pour pouvoir gérer ça. Monsieur Sam, en temps vers la fin de notre entretien, vous avez beaucoup de projets au sein donc de la Fédération des jeunes professionnels agricoles. Et l'idée aussi, c'est de dynamiser les coopératives de base de votre fédération. Est-ce que vous êtes sur la lancée? Oui, si vous voyez, quand on a parlé de blé, on a dit qu'on a mené la semence à part de la base. Ouais. Les localités que j'ai citées, Banfora, Bobo, c'est puisque nous sommes organisés en union régionale. Ce sont ces unions régionales-là que nous apportons les renforcements des capacités en termes de production, voilà, en termes de savoir-faire. Donc, aujourd'hui, la tête qui est la fédération, si elle veut être forte, il faut qu'elle arrive à dynamiser au niveau de la base. Qu'au niveau de la base, on puisse avoir des jeunes capables de produire et de produire sainement. Voilà, donc aujourd'hui, la loi OADA est venue renforcer ça, parce que c'est le système économique qu'on met en branle. Voilà, mais au début, on a juste passé des groupements aux coopératives, mais actuellement, nous sommes en train de changer la donne, voilà, à travers l'encadrement technique qui est sur le terrain, qui nous appuie vraiment à travers la DG FOMER, et ainsi de suite. Et nous pensons qu'au niveau organisationnel, les choses sont en train de bouger.
C'est assez d'autres projets hein, au sein donc, de votre fédération. Et vous pouvez nous citer quelques idées? Et les projets n'en finissent pas parce que c'est pourquoi nous lançons vraiment un appel au ministère de l'Agriculture et celle de la jeunesse pour qu'elle puisse avoir un oreille attentif à nos doléances parce qu'on a des projets de renforcement des capacités parce que pour pouvoir changer la donne, il faut vraiment avoir la maîtrise de l'activité. Donc nous sommes en train d'écrire des projets pour former les jeunes. Nous sommes en train d'organiser nos producteurs vers l'agriculture contractuelle, qui est une nouvelle donne, voilà, qui permettent aux gens de connaître un certain niveau de production. Voilà, et il y a pas mal de projets que nous sommes, la maîtrise de l'eau est l'un des projets aussi que nous sommes en train de voir. Merci bien. Et est-ce que la fédération a des activités de jour à venir? Ce sera la dernière question. Oui, les activités qu'on a, nous sommes en train de rencontrer les partenaires, nous sommes permanemment en échange avec la DGPV, voilà, pour qu'elle puisse nous accompagner dans notre volonté de mieux produire. Et la DGPV, vraiment, on la remercie parce qu'elle est vraiment engagée à nous accompagner. Et notre souhait, c'est que le ministère puisse accompagner les jeunes, pas les jeunes seulement de la fédération, tous jeunes qui décident de se lancer dans le secteur agricole, qu'on puisse vraiment les accompagner afin qu'on puisse avoir un écho favorable et que ça va être l'avenir de notre pays. Bien sûr. Et vous êtes à fond pour l'offensive agricole. Nous sommes vraiment engagés parce que nous avons foi et nous croyons à l'offensive agricole. Merci bien. Je rappelle que M. Hassan Nassam est le président de la Fédération nationale des jeunes professionnels agricoles du Faso. On se retrouvera certainement quand vous allez vouloir récolter donc, votre blé. Merci. Au niveau des champs. On viendra voir ça de près. Okay. On va s'arrêter ici pour l'entretien d'aujourd'hui. On marque une petite pause, on retrouve des invités juste. Olivier Kaboré, chargé de communication de Juristes sans frontières, est sur le plateau avec nous. Et je rappelle que Olivier Kaboré avec C. Bonjour Olivier. Bonjour Azeta et bonjour aux téléspectateurs. Bienvenue sur ce plateau. Le délit d'apparence, de quoi il s'agit? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le délit d'apparence est une infraction pénale catégorisée dans la grille des infractions financières et économiques. Okay. Le délit d'apparence a vu le jour en 2015 avec l'avènement de la loi 004-2015 CNT portant prévention et répression de la corruption au Burkina Faso. On retrouve aussi cette infraction dans notre code pénal, notamment son article 332-23. Et pour répondre à votre question, le délit d'apparence, c'est tout simplement le fait pour une personne d'avoir un train de vie au-delà de son revenu légal ou licite que tout le monde connaît. Et c'est le fait qu'une personne vive au-delà de ses moyens. Par exemple, une personne qu'on sait avoir des revenus quand même modestes et on retrouve cette personne dans de grosses cylindrées. Cette personne roule avec les voitures de 100 millions, vit dans des maisons luxueuses et qu'on n'arrive pas à justifier le fait qu'elle puisse du moins vivre comme ça. Okay. Donc cette personne peut se retrouver dans ce qu'on appelle délit d'apparence. Et dans quel cas en fait assister à une augmentation donc, du train de vie d'une personne peut l'exposer à des sanctions ou l'exposer, on se dit qu'il est dans un cas de délit d'apparence. Alors, c'est bien cette question parce qu'en réalité, nous sommes dans un état où on a la possibilité d'entreprendre, on a la possibilité de construire sa richesse. Et toutes les personnes riches ou toutes les personnes qui s'en sortent ne sont pas malhonnêtes ou ne sont pas dans une situation d'infraction. Okay. Maintenant, la loi dit que quand vous vivez, ou du moins votre train de vie est au-delà des 5% de votre revenu légal ou licite, vous rentrez dans ce qu'on appelle délit d'apparence. Je prends un exemple tout simple. Vous avez 100 000 francs le mois. Okay. Et les 5% de 100 000, ça doit être 5 000 si je ne me trompe pas. Donc, si vous avez
un train de vie qui avoisine les 105 000, il n'y a pas de souci. La loi ne va pas, ou du moins l'État, la société ne va pas vous demander de vous justifier pour les 5% au-dessus de votre revenu légal. Ok. Voilà. Même si ce n'est pas légal, on ne va pas vous demander de vous justifier. C'est une marge qu'on tolère. Maintenant, ça veut dire que si vous vivez au-delà de ça, par exemple, vous avez 100 000 francs comme salaire ou comme de base. revenu Ok. à la fin du mois. Et on constate que, comme l'exemple que j'avais dit tantôt, vous vivez de façon luxueuse. On vous croise dans la ville, dans les débits de boissons, c'est vous qui partagez l'argent, et c'est vous qui faites des dons vraiment faramineux sur les réseaux sociaux, c'est vous qui roulez avec, dans des grosses cylindrées et tout. En ce moment, on peut considérer que vos biens ou votre richesse peut être illégale ou illicite. Parce que vos dépenses, ou du moins votre train de vie, va au-delà des 5% de vos revenus licites que tout le monde connaît. Ok. Voilà. Qu'est-ce qu'on appelle revenu licite alors? Ok, super. Et ça va me permettre d'éclairer pas mal de personnes sur ça. En réalité, quand on parle de revenus licites, c'est pas seulement le salaire que la personne gagne. Voilà. Parce que quand on dit souvent revenu, on dit la personne touche peut-être 100 000 francs le mois, c'est son revenu. Non, certaines personnes ont plusieurs sources de revenus. Voilà. On peut être salarié, on peut être fonctionnaire et à côté pouvoir faire certaines activités qui peuvent être des sources de revenus. Par exemple, pour les fonctionnaires, je pense que la loi peut les permettre d'entreprendre dans le domaine de l'agriculture voilà, et de l'élevage. Et aussi, je pense que pour certaines personnes salariées, ils peuvent être actionnaires ou associés dans d'autres sociétés et ces actions peuvent générer des fonds ou des ressources pour ces personnes-là. Donc, les revenus licites englobe tout ça, tous les fonds ou toutes les ressources qui peuvent plutôt approvisionner le revenu général, le revenu principal de la personne. Voilà. Donc, le revenu licite s'entend par tout ce que la personne peut avoir de façon légale. Légal. Oui. Bon, Olivier, moi, je vais t'exposer un cas et tu me diras si on parle de revenu licite ici ou pas. Et le cas où, par exemple, la jeune fille tient juste sa boutique de manicure, pédicure ou de tatouage, voilà. La jeune fille, mais à côté de ça, il y a un babatier, comme on le dit, donc un sugar daddy qui prend soin d'elle et qui... parce qu'on en voit des jeunes filles comme ça qui ont juste leur boutique, voilà, qui démarre aujourd'hui et dans une année, non seulement il y a expansion de l'espace de travail et puis il y a donc des voitures de grandes marques dans lesquelles cette jeune fille roule. Est-ce qu'on peut parler voilà, là de délit d'apparence? En réalité, c'est comme ce que j'avais dit tantôt. Si elle n'arrive pas à justifier la provenance des fonds, en ce moment, on dira qu'elle est dans le délit d'apparence. Mais si elle arrive à justifier, à dire que c'est... Elle va juste expliquer, c'est un tel... Justement, le problème ira plutôt sur la personne qu'elle va indexer. Parce que si on se dit que la personne a autant d'argent, jusqu'à ce qu'elle arrive à partager avec d'autres personnes, on peut demander à cette personne de se justifier. Et en ce moment, là, ça peut être un autre problème concret comme ça. D'accord. Voilà. Donc, la pertinence réside dans la façon de se justifier. Voilà. Si vous avez des justifications, parce que la loi n'interdit pas le fait qu'on puisse donner de l'argent à quelqu'un. Non, si vous avez les moyens, si vous avez suffisamment de moyens que vous pouvez partager avec les autres, il n'y a pas de souci à cela. Mais maintenant, il faut que ça soit de l'argent propre. D'accord. Voilà. Si ce n'est pas de l'argent propre, en ce moment, vous tous, vous vous exposez à des sanctions. Donc, si après investigation, on se rend compte que la gérante de coin de tatouage est financée par un babatier ou un sugar daddy, mais l'argent du sugar daddy est propre, vous n'aurez pas de problème. Bon, ça c'est autre problème, mais ça n'a rien à voir avec le délit d'apparence. Ok, super. Donc, qui est concerné alors par cette infraction, le délit d'apparence? Alors, à l'avènement de la loi, les gens pensaient que le délit d'apparence indexait les fonctionnaires ou les membres du gouvernement. Parce que c'est eux leur salaire qu'on peut connaître. En fait. Tout à fait. Mais on a une idée. Oui, mais il faut savoir que cette loi s'adresse à tout le monde. Le commerçant, le fonctionnaire, le salarié de façon ordinaire, à tout le monde.
Voilà, même vous et moi, nous sommes concernés par cette loi. Si demain on se rend compte que nous avons des activités ou un comportement qui va au-delà de ce que nous avons à la fin du mois, on pourra nous demander de nous justifier. Donc la loi concerne tout le monde. Et quand vous lisez les dispositions de l'article 332-23, vous allez voir que la loi dit quiconque. Donc quiconque englobe tout le monde de façon générale. Ok. Est-ce qu'il y a un délai aussi pour poursuivre une personne en cas de délit d'apparence? Alors, le délit d'apparence, comme son nom l'indique, est un délit. Et les délits sont frappés par ce qu'on appelle la prescription triennale. Donc, ça veut dire qu'au bout de 3 ans, si on se rend compte que vous avez des activités ou que vous avez un train de vie au-delà de vos revenus, on pourra vous poursuivre. Mais attention, le délit d'apparence rentre dans ce qu'on appelle les infractions continues, caractérisées par la possession du bien illicite. Ça veut dire que quand vous êtes dans cette infraction et que vous jouissez ou que vous profitez des fruits de l'infraction, le délai de prescription ne peut courir qu'à partir du moment où les fruits de l'infraction se sont taris ou est pris fin. Voilà. Ça veut dire que quand par exemple vous avez 100 000 francs comme salaire et qu'on constate que vous avez un train de vie de 300 000 francs, et les biens que vous avez acquis avec le surplus, tant que ces biens n'ont pas disparu ou tant que ces biens n'ont pas tari, on pourra toujours vous poursuivre, même au-delà des 3 ans. Les 3 ans commencent à courir à partir de la fin de l'infraction, au fait. Voilà. D'accord. Alors, maintenant, comment poursuivre une personne voilà, en cas de délit d'apparence? Alors, pour poursuivre une personne en cas de délit d'apparence, la poursuite peut se faire par dénonciation. Ça veut dire que tout le monde peut dénoncer. Si vous avez vent ou si vous avez l'information que cette personne amène un train de vie quand même illégal ou illicite, vous avez la possibilité de dénoncer la personne. Et aussi le procureur du FASO qui est juge de l'opportunité de poursuite, s'il a l'information, il peut s'auto-saisir et poursuivre la personne. Et on a l'autorité supérieure de contrôle de l'État de lutte contre la corruption aussi, qui a la possibilité de poursuivre si ils ont l'information de la commission de cette infraction. Ok. D'accord. Bon, on ne dit rien de nouveau, hein. C'est comme l'actualité, on le voit, que ce soit les enquêtes de la SELC, donc le procureur, il y a des personnes qui sont épinglées, donc... et voilà, ça veut dire que c'est possible, que ce soit pour le procureur ou les contrôleurs donc de la SELC, de faire des enquêtes sur une personne qu'il peut-être jugerait vie au-dessus de ses moyens. Tout à fait. Bon, d'accord. Maintenant, si la poursuite se fait sur la base d'une dénonciation, je parle de l'individu, hein, est-ce qu'il faut que le dénonciateur apporte des preuves? Parce que la justice, ce sont les preuves, comme tu as l'habitude de nous dire ici. Tout à fait. Effectivement, j'ai l'habitude de dire que quand on part en justice, il faut s'assurer que vous avez toutes les cartes en main. Et quand vous dénoncez quelqu'un aussi, il faut vous assurer que vous avez toutes les cartes en main aussi. Même la particularité de cette infraction, c'est qu'ici, il y a ce qu'on appelle l'inversion de la charge de la preuve. Ça veut dire que si on a ne serait-ce qu'un début d'éléments qui puisse vous rattacher à l'infraction, c'est à vous de venir vous justifier. À partir du moment qu'on vient sur vous, à partir du moment que la plainte est orientée vers vous, c'est plus au ministère public d'apporter la preuve que vous avez des revenus illicites, mais c'est à vous d'apporter la preuve que vos revenus sont licites. Okay. Voilà. Maintenant, effectivement, vous faites bien aussi de poser la question parce que au vu du moyen de poursuite, c'est-à-dire la dénonciation, tout le monde peut être tenté de dénoncer peut-être un voisin qui, du jour au lendemain, commence à construire, voilà, commence à mener un train de vie quand même luxueux et tout. Mais il faut savoir qu'on ne poursuit pas tout le monde comme ça. Okay. Tant qu'il n'y a pas des éléments de départ qui montrent vraiment que la personne peut être dans l'infraction, on ne va pas poursuivre la personne. Ça, c'est le premier point. Et il suffit juste à la personne de se justifier. Voilà. Voilà. Si son train de vie est
justifié par des revenus licites. Voilà. Ça peut être un héritage. Justement, souvent, ça peut être un don même, ça peut être un don, héritage, ça peut être des actions qui se sont fructifiées, ça peut être pas mal de choses quand même qui permettent à la personne de changer de vie. Mais il faut juste avoir des justificatifs, c'est tout. Bien sûr, d'accord. Maintenant, en termes de sanctions, ça peut être quoi? Alors, la sanction ici peut être un peu... On peut dire que la sanction ici est un peu dure, mais c'est normal parce que les infractions économiques, tout autour, il y a pas mal d'autres problèmes qui gravitent. Donc, du coup, je trouve que la sanction, elle est sévère, mais elle est juste. Ah oui. Parce que pour délit d'apparence, vous pouvez écoper d'une peine d'emprisonnement qui peut aller de 2 ans à 5 ans. Et une amende qui peut aller de 5 millions à 25 millions. Oh, 2 à 5 ans. Ouais. Pourquoi on ne récupère pas les biens seulement ou votre argent et puis on vous laisse? Non, parce que c'est une infraction pénale. Voilà, bon. parce que vous avez enfreint une loi de la République et on a prévu des peines de prison pour ça. Même si on va récupérer vos biens, la prison quand même, vous allez la faire au fait. Voilà. Et on suppose que pour délit d'apparence, très souvent, ça peut être, surtout pour ceux qui n'arrivent pas à justifier après, ça peut être en lien avec la corruption. Tout à fait. C'est pour ça. Généralement, c'est en lien avec, c'est en lien avec la corruption. Et vous n'êtes pas sans savoir que nous traversons des moments, ou du moins une période marquée par une crise sécuritaire. Et souvent, ça peut être les raisons qui explique pourquoi certaines personnes deviennent subitement riches. Parce que vous n'êtes pas sans savoir, l'actualité nous le demande d'ailleurs, on a épinglé pas mal de personnes qui s'adonnaient à la vente de carburant avec les personnes qui agressent, qui attaquent notre pays. Et tout ça peut permettre de juguler tous ces soucis-là. D'accord. Voilà. Alors, maintenant, que deviennent les biens que la personne poursuivie ne parvient pas à justifier les biens? Alors, la loi dit que quand on vous attrape pour délit d'apparence, c'est vrai, on vous a condamné. Vous avez même payé l'amende. C'est ça. Voilà, mais la loi dit que les biens que vous n'arrivez pas à justifier là, on n'a qu'à retirer ça pour l'État. Ah, c'est sévère. Hein? Voilà, on retire. Ah, mais vous n'arrivez pas à justifier ces biens. On ne sait pas comment vous avez eu ces biens. Peut-être, comme vous l'avez dit tantôt, ça peut être le fruit de détournement ou ça peut être le fruit de corruption qui met à mal les caisses de l'État. Donc l'État est en droit, la société de façon générale est en droit de récupérer ces biens que vous n'arrivez pas à justifier là. Ça veut dire que je me retrouve dans mon village, je construis un R+5, j'exagère, mais je construis un R+5, après, avec mon salaire de journaliste, si tu veux, et après, je n'arrive pas à justifier, et on dit, c'est un cas de délit d'apparence. Donc, il se peut, en fait, je dis il maintenant, il se peut que cette personne fasse la prison, paye la manne, mais néanmoins, la maison à 5 niveaux construite soit hypothéquée. Confisqué. Confisqué. Tout à fait. C'est pas hypothéqué, confisqué du Ouest. Confisqué par l'État, par la société. C'est sévère. Ça devient, c'est plus votre bien. Ça devient le bien de l'État. Oui, de confisqué, nous tous. C'est fini. Nous tous. Ah, non, d'accord. Et finalement, ça peut être une maison qu'on met à location et on reverse au trésor public. Tout à fait. Ou qu'on vend. En fait. Tout à fait, c'est possible. Waouh, c'est sévère. Hein. Ouais. Comme quoi, il faut faire très attention, ne pas devenir riche sur le coup. Il faut aller mollo et puis voilà, si vous devrez être riche aujourd'hui. Oui, même devenir riche sur le coup, il n'y a pas de souci. Mais arriver à justifier pourquoi on devient riche. Ah, mais Olivier, ça fait de vouloir devenir riche. On peut gagner au pain mieux. Oui, c'est vrai. Pourquoi pas? Voilà, et devenir il y a quelqu'un qui gratte tous les jours ici. Il a l'air de réaliser l'émission d'aujourd'hui. Voilà. Il gratte tous les jours ici. Donc il peut devenir subitement millionnaire. Il peut devenir subitement millionnaire. On ne va pas aller dire, bon Congo, tu es devenu millionnaire, explique-nous pourquoi. Tu as dit son nom. Ah oui, c'est vrai, j'ai dit son nom, désolé. Merci beaucoup, Olivier, d'être passé sur ce plateau. Et merci bien sûr à l'équipe de réalisation de cette semaine, pilotée par nous, Bon Congo et Michael Yamego. Merci à tous ceux qui nous ont suivis aujourd'hui. On s'arrête là pour Bonjour le Faso d'aujourd'hui. On se retrouve Inch'Allah demain. Allez.